bienvenue à tous, hein. Merci, on est vraiment ravis de vous accueillir et on vous remercie pour, votre inscription. Alors aujourd'hui pour, vous présenter ce webinaire, on est 4 intervenants. Manuela Olivers. Alors Manuela, si tu veux, je te laisse te présenter. Oui, merci Margot. Bonjour à tous. Je suis le docteur Manuela Oliver. Je suis la coordinatrice du groupe régional d'identitovigilance en santé de la région PACA et donc le référent régional en identitovigilance pour cette région. Et à ce titre, j'ai participé à l'élaboration du référentiel national d'identitovigilance et j'accompagne également les établissements de PACA dans la mise en œuvre de l'identité INS et du référentiel. On a également la chance, d'avoir monsieur Goutine qui représente, le CH de Cahors, qui va nous faire donc un retour d'expérience, voilà, du déploiement de l'INS, au sein, de l'hôpital. Si vous souhaitez, monsieur Goutine, vous présenter? Oui, bonjour, donc Vincent Goutine. Vincent, vous avez le micro coupé. Voilà. Oui, c'est quelqu'un qui m'a coupé le micro parce que je l'avais ouvert. Bonjour, donc Vincent Goutine, donc, du centre hospitalier Cahors, DSI, et donc je suis là au titre des établissements préfigurateurs de l'INS pour ce webinaire. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup et du coup côté ANS, nous sommes 2 donc 2 personnes de l'équipe, d'accompagnement au déploiement de l'INS. Donc mon collègue Benoît Muller qui va m'aider à répondre aux questions dans le chat et moi-même, Margot Puguet. Alors avant de démarrer, un petit zoom sur, les 3 missions de l'Agence du numérique en santé, donc de l'ANS. Notre agence, elle favorise, le développement de la e-santé en France au travers de 3 principales missions. Donc la première, c'est de créer les conditions, du développement et de la régulation, du numérique en santé et donc dans ce cadre, on a élaboré, le référentiel INS. La deuxième mission, c'est de permettre, aux professionnels et aux usagers de bénéficier de l'innovation et des mutations, numériques. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on accompagne, le déploiement de l'INS et 3 mission, c'est d'assister les pouvoirs publics dans la conduite de projets numériques, d'intérêt national. Notre séance va se dérouler en 3 temps. On va tout d'abord vous rappeler, les notions de base sur l'INS. Vous le savez, donc l'identitovigilance, c'est un sujet, majeur, en particulier dans le cadre de l'INS et c'est pourquoi on consacrera une séquence sur ce point et en particulier sur le référentiel, national d'identitovigilance ou RNIV, que Manuela vous présentera, un peu plus longuement et puis, monsieur Goutine, donc le CH de Cahors, nous partagera également, son retour d'expérience et on terminera notre séance par une présentation des actions, à mener avec de nouveau un retour d'expérience du CH de Cahors. Alors pour démarrer, dans le vif du sujet, l'INS, donc qu'est-ce que c'est? Pourquoi le mettre en œuvre? Bon, aujourd'hui, un même usager peut avoir, différentes identités en fonction du professionnel, chez lequel il se rend, car, l'un se sera basé par exemple sur le nom de naissance, l'autre sur le nom d'usage, l'un n'aura renseigné qu'un prénom, l'autre tous les prénoms, bref. Le projet INS vise à l'utilisation d'une même identité, unique et pérenne, partagée par l'ensemble des professionnels qui prennent en charge l'usager. Cette identité INS, elle est composée de 3 éléments. Le premier, c'est le matricule INS qui correspond au NIR ou NIA de l'individu. On reviendra sur ce point ultérieurement. La deuxième composante, c'est ce qu'on appelle l'OID. Donc ça, c'est surtout un élément technique qui permet d'identifier si le matricule, est un NIR ou un NIA. C'est surtout à destination des éditeurs et la dernière composante de cette identité INS, comme vous pouvez le voir, à droite sur la diapo, ce sont les 5 traits INS. Donc il s'agit du nom de naissance, de la liste des prénoms de naissance, de la date de naissance, du sexe et du lieu de naissance. Ces traits, INS proviennent des bases de référence qui sont gérées par l'INSEE ou par la CNAV et qui sont interrogées par le téléservice INSEE. Et ce téléservice INSEE, il est mis en œuvre par l'assurance maladie, et on aura l'occasion, bien entendu, de revenir sur, tous ces points, un peu plus en détail tout au long de la présentation.
Et la date à retenir, bien entendu, c'est celle du 1er janvier 2021, puisque depuis cette date, toutes les données de santé doivent obligatoirement être référencées avec l'identité INS. Si on prend un petit peu de perspective, un petit peu de recul, le projet INS, c'est l'un des projets phares de la feuille de route du numérique en santé, qui est piloté par le ministère de la Santé. Et comme vous pouvez l'apercevoir sur le schéma de la maison qui reprend tous les projets de cette feuille de route, le projet INS, il est placé dans les fondations et il garantit ainsi que l'ensemble des projets de la feuille de route soient construits sur des fondations solides. Et c'est également une des priorités du Ségur de la santé. Alors pourquoi, à quoi sert, cette INS, cette identité INS? Donc on a commencé à le voir, hein, mais disposer d'un identifiant qui soit unique, pérenne, partagé par tous, répond à 2 objectifs majeurs. Le premier, de garantir une sécurité des soins, en demandant à l'ensemble des professionnels qui sont impliqués dans la prise en charge de référencer les données de santé produites avec l'identité INS. Et le deuxième enjeu, le deuxième objectif, c'est de faciliter l'échange et le partage de données de santé, ce qui est particulièrement important dans le cadre de parcours de soins complexes ou de situations de crise sanitaire comme celle malheureusement que l'on vit actuellement. Et à ce titre, vous l'aurez compris, l'identité INS est vraiment fondamentale pour la qualité et la sécurité de la prise en charge. Si on revient sur la première composante de cette identité INS, donc sur le matricule INS. La loi consacre le NIR comme matricule INS ou à défaut le NIA. Donc le NIA, c'est le numéro identifiant attente pour les personnes qui sont en cours d'immatriculation. Le NIR, c'est le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques qui est géré par l'INSEE. C'est le numéro qui est attribué à la naissance lorsque l'on est en France ou le numéro que l'on attribue aux personnes étrangères lorsqu'elles viennent travailler en France, par exemple, et qu'elles sont immatriculées en France auprès des services de la sécurité sociale. Les étrangers, le temps de leur immatriculation, sont dotés d'un numéro, je vous le disais, le NIA, donc, ou le numéro identifiant attente, et ce NIA se transformera en NIR le temps que toutes les procédures soient finalisées. Donc, vous l'aurez compris, l'immense majorité des usagers disposera d'un matricule INS et donc d'une identité INS. Seule une minorité d'entre eux, les étrangers de passage, les touristes étrangers par exemple, n'en auront pas. Et dans ce cas, hein, bien entendu, l'absence d'identité INS n'est absolument pas bloquante pour la prise en charge de l'usager. Un point de vigilance à avoir en tête, le matricule INS, donc le NIR ou le NIA, peut être différent du numéro de sécurité sociale, donc celui qui sert au remboursement des soins. En fait, dans le cas où l'usager est lui-même l'assuré, l'ouvrant droit, le matricule INS, le NIR ou le NIA sera identique au numéro que vous allez utiliser pour le remboursement des soins. Mais en revanche, dans le cas où l'usager n'est pas l'assuré, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, si on prend le cas d'un enfant, l'enfant il est assuré par l'un de ses parents. Donc, le numéro de sécurité sociale qui est utilisé pour le remboursement des soins, c'est celui de son parent. Mais en revanche, son matricule INS, ça sera bien son NIR à lui. Et c'est pour ça que voilà, vous voyez qu'il est vraiment important de bien distinguer d'un côté la prise en charge, le suivi de l'usager, donc ça c'est bien concerné par l'INS, et de l'autre côté, tout ce qui touche à la facturation, au remboursement, aux échanges avec les caisses, les mutuelles, tout ça, ça n'évoluera pas avec l'arrivée de l'INS. Si on se penche un petit peu sur les conditions d'utilisation, de l'identité INS, pour pouvoir utiliser l'identité INS, il faut faire partie de ce que l'on appelle le cercle de confiance. De manière simplifiée, ce cercle de confiance, il est constitué des acteurs de la santé et du médico-social qui sont impliqués, dans la prise en charge de l'usager, dans le suivi médico-social de la personne ou qui mènent des actions de prévention. Et l'utilisation de l'identité INS, elle est encadrée par des textes réglementaires, en particulier par le référentiel INS. Donc, le référentiel INS précise les mesures de sécurité et les modalités d'utilisation
de l'identité INS. Et vous pouvez le consulter, hein, si vous le souhaitez, sur le site de l'ANS. Et il y a voilà, un certain nombre d'exigences qui doivent être respectées pour pouvoir utiliser l'identité INS et en particulier, en cas de doute sur l'identité de la personne, vous ne devez pas utiliser l'identité INS pour référencer ces données de santé. Alors, on va aborder, une notion fondamentale, qu'il est vraiment important, de retenir. C'est, la notion, d'identité INS qualifiée. Donc en fait, pour que vous puissiez utiliser l'identité INS, il faut que cette dernière soit, dite qualifiée. Et donc pour ce faire, vous devez respecter, 2 conditions. Donc la première, c'est que l'identité de l'usager ait été vérifiée en suivant, les procédures d'identito-vigilance en vigueur. Et ça, c'est tout l'enjeu, du référentiel national d'identito-vigilance, dont Manuela vous parlera, tout à l'heure. Et la deuxième condition, c'est d'avoir appelé le téléservice INSI, je vous le disais, qui est mis en œuvre par, l'assurance maladie, par la CNAM, afin de pouvoir récupérer ou vérifier l'identité, INS afin d'en garantir sa conformité aux bases, nationales de référence. Et c'est uniquement lorsque ces 2 conditions sont réunies, donc l'identito-vigilance et l'appel au téléservice INSI, que l'identité INS peut être considérée comme qualifiée et utilisée par la suite. Je vous propose qu'on se penche du coup sur la condition appel, au téléservice INSI. Donc je vous le disais, ce téléservice, il est mis en œuvre par l'assurance maladie et il permet 2 opérations qu'on va détailler un petit peu, par la suite. Donc la première opération, c'est celle de récupération de l'identité INS et la seconde, c'est l'opération de vérification de l'identité INS. Un petit point de vigilance, avant d'aller plus loin. Pour accéder, au téléservice INSI, vous devez être doté d'une carte CPX nominative. Donc les cartes CPX, c'est, les cartes à puce pour les professionnels. Donc vous avez la CPS, qui est la carte professionnelle de santé, la CPE, qui est la carte de personnel d'établissement et la CPF, qui est la carte de personnel en formation. Donc ces 3 cartes, vous permettent d'accéder au téléservice INSI et vous pouvez en commander si besoin sur le site, de l'ANS. Alors si on se penche du coup sur la première opération qui est l'opération de récupération de l'identité INS. Bon, comme son nom l'indique, cette opération, elle vous permet de récupérer l'identité INS qui est contenue dans les bases nationales de référence. Pour appeler cette opération, 2 modalités sont possibles. La première, c'est une lecture automatique de la carte vitale de l'usager et seconde modalité possible, une saisie des traits. Et dans ce cas-là, vous devrez renseigner à minima le nom de naissance, un des prénoms de naissance, la date de naissance et le sexe. L'appel se fait uniquement de manière unitaire, donc ça veut dire pour un usager à la fois. Le téléservice INSI ne retourne qu'une seule réponse. Il ne va pas vous proposer de liste, de patients, de liste d'usagers, s'il retrouve plusieurs identités approchantes dans les bases de l'état civil. Dans le cas où le téléservice a trouvé une unique identité, dans les bases, de l'état civil, il vous renverra les données suivantes. Quelle que soit, hein, la modalité, d'appel que vous ayez utilisé la carte vitale ou, la saisie des traits, les données qui vous sont retournées sont le nom de naissance, la liste des prénoms de naissance, la date de naissance, le sexe, le lieu de naissance qui vous est retourné en code INSEE, qui est différent du code postal et le matricule INS, donc le NIR ou le ANIA. Donc je vous le disais, hein, ces données, elles proviennent bien des bases nationales de l'état civil. Donc si vous utilisez la carte vitale pour appeler cette opération, les données qui vous sont renvoyées ne sont pas celles qui sont contenues dans la carte vitale, mais bien celles de l'état civil. La carte vitale, c'est uniquement vraiment un support, dans ce cas-là, juste un support pour appeler, le téléservice, INSI. Si on se penche sur, la donc 2e opération, que permet le téléservice INSI, donc l'opération de vérification. Alors il y a 2 cas d'usage pour cette opération.
La première possibilité, c'est un tiers qui est un partenaire, hein, qui est extérieur à votre structure, qui vous transmet une donnée de santé qui est référencée avec l'identité INS d'un usager. Et vous, de votre côté, vous n'avez pas encore qualifié l'identité INS de cet usager. Eh bien, vous allez à ce moment-là appeler l'opération de vérification afin de vous assurer que les données transmises par ce partenaire, par ce tiers extérieur, sont bien conformes aux bases de référence. Et la deuxième possibilité, le deuxième usage de cette opération, c'est si vous souhaitez vérifier la conformité des identités INS qui sont présentes dans votre base par rapport aux bases de référence. Et il s'agit par ailleurs d'une exigence du référentiel INS dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ce référentiel INS qui stipule que les identités INS doivent être vérifiées tous les 3 à 5 ans. Et pour terminer, cette partie, cette diapo est surtout là pour vous rappeler, qu'au-delà de récupérer, l'INS, d'appeler le téléservice, INSI, vous devez également diffuser l'identité INS une fois, qualifiée aux autres logiciels, qu'ils soient internes, hein, qui gèrent, de la donnée de santé et également le diffuser à vos partenaires lorsque vous transmettez de la donnée de santé. Donc, plusieurs documents ont été produits pour expliquer comment véhiculer l'identité INS, donc que ce soit en interne ou vers l'extérieur. On est arrivé donc au bout de notre première partie. Je ne sais pas si vous avez des questions, Alors, si... oui, Ouais, j'en profite, Margot, juste pour la dernière question auquel on n'a pas répondu, qui est comment le téléservice INSI réagit en cas d'homonymie parfaite? Alors, quand ça sera un appel par carte vitale, donc là, il y aura toujours la possibilité de retrouver, vu que par la carte vitale, on va pouvoir appeler heu, les bases, qui sont interrogées pour le téléservice INSI et donc on retrouvera le patient. Par contre, en effet, si on est sur une homonymie parfaite au niveau de tous les traits stricts de l'identité pour un appel par trait, donc à savoir le nom de naissance, la liste complète des prénoms de naissance, le lieu de naissance, la date de naissance et le sexe, là, dans ce cas-là, le téléservice INSI, il vous enverra un message d'erreur qui dira qu'il y a plusieurs patients qui correspondent à cette information. Et quand il y a plusieurs patients qui correspondent à l'information, le téléservice INSI ne peut pas vous renvoyer l'information. Et donc, Après, dans ce pour cas-là, pour les cas vraiment de homonymie pure et parfaite sur tous les traits stricts de l'identité, on ne pourra pas le récupérer par l'appel par trait, il faudra passer par l'appel par carte vitale. Après, la probabilité que ça se produise si on saisit bon, le nom de naissance, tous les prénoms, bon, sexe, date de naissance et le code du lieu de naissance pour un usager né en France, c'est le Allez, c'est code extrêmement faible. même très improbable. Ça Oui. pourrait arriver pour des usagers nés à l'étranger où les noms et prénoms sont peu divers hein, dans certaines communautés et qui ont un code de lieu de naissance qui est un code INSEE du pays. Mais ça ne devrait pas être très, très fréquent. Voilà. Et après, les autres questions étaient sur les modalités d'authentification, et ça, on y a répondu. Je ne sais pas d'accord. si à ce stade, il y a d'autres questions. N'hésitez pas à prendre la parole si vous en avez. Armelle Gonzalez, Identito-Vigilance, Bourgogne-Franche-Comté. Je pensais que le statut d'ayant droit n'allait plus exister. Mais si, il existe toujours? Pour la sécurité sociale, oui, Armel, les enfants, ils seront toujours assurés par la sécurité sociale de leurs patients, de leurs parents, pardon, ils seront toujours ayant droit. Par contre, normalement, sur les attestations de droit sécurité sociale et à la lecture de la carte vitale, on doit avoir, alors ce n'est pas encore vrai pour toutes les caisses d'assurance maladie, mais normalement, on a le NIR du bénéficiaire, D'accord, le NIR de d'accord, l'enfant. ok. Mais ils seront toujours ayant droit tant qu'ils ne cotiseront pas, quoi. D'accord, mais ils seront bien reconnus avec leur propre NIR?
Oui, oui. Même si c'est les parents, effectivement, c'est la sécurité sociale des parents qui finance, entre guillemets, les soins, ce sera quand même une reconnaissance avec un NIR spécifique avant 16 ans, en fait. Tout à fait. Ils auront les enfants, ils ont un NIR, donc ils ont une identité INS, hein, donc le matriculé lettré, 8 jours après la déclaration à l'état civil, donc grosso modo entre 8 et 10 jours après la naissance pour les enfants nés en France. Hein. Et sur la carte vitale, quand on appellera le téléservice, il faudra bien par contre sélectionner le bon bénéficiaire s'il y a plusieurs bénéficiaires, parce que là, si tu fais une erreur humaine et que tu ne sélectionnes pas le bon, c'est un autre problème. D'accord, ok. Merci beaucoup de la réponse. Alors, alors, il y a pas mal de questions sur le RNIV aussi, donc on fera la partie de Manuela, mais peut-être juste une question d'abord. S'il y a une erreur dans le retour INSI, comment fait-on pour le signaler? Alors, pour l'instant, les dispositifs pour signaler une erreur sont en cours de construction par la DGOS. Donc, à ce jour, il n'existe pas vraiment de remontée possible formelle. Il y a une possibilité de remontée, mais de la part des éditeurs pour que la CNAM et le GIE Sésame Vital investiguent l'erreur qu'il y a eu. Et l'autre cas qui est possible, par contre, de faire, et là, c'est le patient qui doit faire la procédure, c'est si jamais il y a un écart qui est constaté entre sa pièce d'identité et les données du téléservice INSI qui proviennent du base de l'INSEE, et que la source d'erreur provient de la base de l'INSEE, là, il existe un téléservice pour que le patient puisse lui-même corriger son erreur. Alors, pourquoi c'est le patient? Parce que pour le coup, ça va vraiment impacter tous les téléservices qui sont mis en place par l'État. Parce que la base INSEE, c'est la base qui est utilisée pour tous les autres téléservices au niveau de l'État et pas forcément lié qu'uniquement à la sphère santé. Donc, c'est par exemple ce qui est utilisé pour France Connect, c'est ce qui a été utilisé par la DGFiP pour le prélèvement à la source. Et donc, voilà, c'est pour ça que vraiment, c'est une démarche à faire par le patient et je vais vous mettre le lien dans le chat. Alors, je te propose, Benoît, il y a des questions effectivement sur le RNIV, mais j'y réponds dans la présentation. Donc, on pourra peut-être revenir dessus s'il y a encore des questions après ma présentation. Et par contre, sur la dernière, quel texte réglementaire rend opposable l'usage du NIR et du RNIV obligatoire? Sur l'usage de l'identité INS, hein, donc c'est le NIR certes, mais dans un usage santé, en tout cas pour le matricule, il y a un décret d'octobre 2019 et après, il y a un arrêté sur le référentiel INS qui est paru en décembre 2019 pour la première version. Pour le RNIV, pour l'instant, il y a une note d'information du ministère de la Santé qu'on peut trouver sur le site du ministère de la Santé. Je vais vous mettre le lien dans le chat parce que je l'ai juste en dessous, mais qui pour l'instant ne le rend opposable qu'aux établissements de santé. Et pour l'opposabilité au monde médico-social et aux autres acteurs de la santé, le RNIV va paraître annexé à un arrêté ministériel qui donnera la version 2 du référentiel INS, en fait. Voilà. Donc, comme vous le disiez, Margot, tout à l'heure, l'identité INS est qualifiée si elle répond à 2 conditions. Je ne reviens pas sur la récupération ou la vérification par le téléservice que Margot a largement développé. Je vais plutôt m'intéresser à la condition d'identito-vigilance. Hein. Donc, l'identité de l'usager doit être vérifiée par des procédures d'identito-vigilance. Et c'est ce qu'il y a noté dans le premier référentiel INS, procédure d'identito-vigilance. Vous voyez que c'est un peu vague, on va dire, et c'est remonté très vite du terrain avec les établissements pilotes. Et l'ANS, merci à elle, a fait remonter à la DGOS cette problématique en disant en fonction des régions, ils font des choses différentes. Et puis dans la même région, en fonction des établissements, ils font aussi des choses différentes. Et il n'y a pas de bonne pratique nationale. Parallèlement, il y avait besoin également de rédiger des préconisations pour les éditeurs, pour finalement leur tracer un peu la route de bonne pratique pour implémenter l'identité INS dans leurs outils. Et donc, 2 référentiels ont été rédigés en parallèle, hein, afin qu'ils soient cohérents et alignés.
le référentiel national d'identité-vigilance et le guide d'implémentation de l'identité INS dans les logiciels. Tu peux passer, voilà. Donc, ce RNIV, alors en fait, on pourrait dire CRNIV, hein, parce qu'il y a plusieurs volets. C'est un corpus documentaire qui fixe les exigences et les recommandations en termes d'identification des usagers. Ces exigences et recommandations sont opposables à tous, y compris aux éditeurs et aux usagers, hein, ce qui est assez nouveau finalement. Ces documents ont été élaborés par le groupe RNIV du réseau des référents régionaux en identito-vigilance. Et comme je vous le disais, il y a plusieurs volets. Pourquoi? Parce que comme c'est opposable, il n'était pas pertinent d'avoir les mêmes exigences en fonction de toutes les structures, parce qu'il y a des structures comme les hôpitaux qui ont des activités plus à risque. Il y a d'autres structures comme le médico-social ou le monde libéral qui ont d'autres problématiques et des activités moins à risque. Donc, il y a un volet socle qui est opposable à tous et qui traite évidemment beaucoup d'identité INS et de bonnes pratiques d'identification primaire. Et ensuite, il y a des volets spécifiques, établissements de santé, structures non hospitalières, structures libérales. Depuis aujourd'hui, vous avez sur le site du ministère de la Santé 4 volets. Le volet RNIV 0, qui est un peu l'abécédaire, l'identito-vigilance pour les nuls, hein, qui est avec des grands principes. Le RNIV 1, donc, qui est le socle. Le RNIV 2, qui est opposable aux établissements hospitaliers. Il y a eu une note, comme je le disais tout à l'heure, du ministère de la Santé qui a été transmise aux ARS qui, normalement, doivent les transmettre aux structures. Et aujourd'hui, donc, nouveauté, le RNIV 3 pour les structures non hospitalières, c'est-à-dire le médico-social et puis les labos de ville, par exemple, les cabinets d'imagerie médicale, est paru sur le site du ministère. Ce RNIV, quand il a été rédigé, il fallait évidemment qu'il soit hyper cohérent avec l'identité INS qui était ramenée du téléservice. Pour mémoire, sur la gauche de la diapositive, vous avez l'identité INS et sur la droite, les traits obligatoires qui ont été retenus dans le RNIV. Donc, le RNIV dit très exactement, et vous voyez que par rapport au trait de l'identité INS, il y a un champ supplémentaire qui est le champ premier prénom de naissance qu'on a mis en obligatoire parce que c'était impossible de penser que toutes les structures auraient fait évoluer tous leurs logiciels en même temps et il était possible que certains outils ne puissent pas accepter un champ liste des prénoms tout simplement à cause d'une taille de champ. C'est pour ça qu'on a rendu ce premier prénom de naissance obligatoire. Peut-être que dans 10 ans, voire moins, il ne sera plus obligatoire parce que la majorité des gens auront une identité INS et tous les outils permettront de récupérer une liste de prénoms, donc avec des champs avec un nombre de caractères suffisant. Ce que dit le RNIV, c'est que pour créer une identité, obligatoirement, qu'on fasse appel ou pas au téléservice, il faut saisir le nom de naissance, à minima le premier prénom, la date de naissance, le sexe et le lieu de naissance, en code géographique officiel, donc en code INSEE. Et dès qu'on a pu faire appel au téléservice, on complète cette identité avec la liste des prénoms et le matricule INS, si on a pu, si l'appel au téléservice a été un succès, accompagné de son OID. Le RNIV dit également, alors bon, le RNIV n'a pas cité tous les traits complémentaires possibles et imaginables, il a cité les traits complémentaires qui avaient trait à l'identité, et notamment 2 qu'il a mis un petit peu en avant, le nom utilisé, hein, qui volontairement ne s'appelle pas nom d'usage, hein, pour se différencier du terme de l'état civil, hein, qui est le nom porté par l'usager dans la vie courante, et le prénom utilisé, le prénom qu'on utilise dans la vie courante. Pour le prénom, en règle générale, c'est le premier prénom, mais pas toujours, hein, puisque l'article 57 du Code civil autorise les usagers à utiliser comme prénom utilisé ou prénom usuel cette fois-ci, n'importe lequel des prénoms de l'état civil, donc le deuxième, le troisième par exemple. Tu peux passer. Donc, on arrive, alors c'est la diapo la plus compliquée, ce n'est pas super compliqué, mais c'est la diapo la plus compliquée. On va parler des statuts de l'identité. Ce que dit le RNIV, c'est que l'attribution d'un niveau de confiance, donc qui se matérialise par l'attribution d'un statut à une identité, est obligatoire. Et le RNIV dit également qu'il y a 4 statuts de l'identité. Pourquoi 4 ?
En règle générale, jusqu'à présent, dans les systèmes d'information, il y avait 2 statuts de l'identité. Il y avait le statut identité provisoire, qui était le statut par défaut d'une identité créée, si on n'avait pas contrôlé l'identité de l'usager, si on n'avait pas fait un contrôle de cohérence entre les traits numériques saisis et l'identité portée sur une pièce d'identité à haut niveau de confiance. Une fois que ce contrôle de cohérence était réalisé, on validait l'identité, qui passait donc à un statut identité validée, qui était une identité de confiance. Vous voyez que ces 2 statuts ne renseignent pas sur la présence ou non d'une identité INS. C'est pourquoi le RNIV propose de rajouter 2 autres statuts, le statut identité récupérée. C'est une identité qui a été créée par appel du téléservice, donc il n'y a pas de ressaisie, donc c'est un statut qui est plus de confiance que le statut identité provisoire. Et enfin, le statut identité qualifiée, qui est le seul qui permette la transmission et l'utilisation du matricule INS et de son OID. Ce statut identité qualifiée, il signifie que l'identité elle a été récupérée à partir du téléservice, par appel au téléservice, et sa cohérence a été contrôlée par comparaison des traits à l'aide d'une pièce d'identité ou d'un dispositif d'identification de haut niveau de confiance. Aujourd'hui, les pièces d'identité ou les dispositifs d'identification de haut niveau de confiance qui sont retenus dans le RNIV sont la carte d'identité française et pour les résidents de l'Union européenne, le passeport pour les enfants, un extrait d'acte de naissance ou le livret de famille accompagné d'une pièce d'identité d'un des 2 parents. Et les dispositifs d'authentification substantielle qui devraient arriver dans l'avenir, donc de l'identification électronique, sont aussi cités dans le RNIV comme permettant de qualifier une identité. Le RNIV s'est intéressé également aux attributs de l'identité, dont l'utilisation est facultative mais recommandée pour les établissements de santé. Donc, et a mis en avant 3 attributs. L'attribut identité homonyme qui alerte l'utilisateur sur le fait qu'il y a plusieurs identités approchantes dans le référentiel identité et qu'il faut être particulièrement attentif quand on va sélectionner une de ces identités ou rechercher une de ces identités. Et 2 autres attributs, identité douteuse et fictive, qui ne peuvent être liés qu'au statut identité provisoire, qui interdisent l'appel au téléservice INSI. Identité douteuse, c'est l'attribut qu'on va utiliser quand on a un doute sur l'identité alléguée par l'usager. Et l'identité fictive, c'est une identité qu'on va créer, par exemple, dans les cas d'anonymat légaux, accouchement sous X, ou dans les cas où un patient inconscient, incapable de décliner son identité, se présente à l'hôpital. Il faut l'enregistrer pour le soigner. On a tous des procédures inconnues, plus la date du jour ou autre. Tu peux passer. Ce que dit le RNIV, c'est qu'il est interdit de procéder à la validation automatique des identités, puisqu'il était remonté du terrain que certains établissements avaient mis en place, sur proposition de leurs éditeurs, des scripts de validation des identités un certain temps après leur création si elles n'avaient pas été modifiées. Or, ce n'est pas parce qu'on n'a pas modifié une identité pendant 48 ou 72 heures qu'elle est juste. On ne s'est peut-être pas aperçu de l'erreur. Donc, le RNIV précise bien que la validation de l'identité est une action volontaire de l'utilisateur après contrôle de cohérence entre la pièce d'identité et l'identité numérique. Actuellement, on a de plus en plus de cas, on va dire, où on va enregistrer, voire prendre en charge l'usager sans qu'il soit physiquement présent. C'est les cas de sous-traitance, par exemple, pour les laboratoires. Ce sont les cas de télémédecine, téléconsultation, les cas de prise de rendez-vous en ligne, de préadmission en ligne. Le RNIV prévoit les cas où l'enregistrement de l'usager va se faire sans qu'il soit physiquement présent et propose des solutions. Et ces solutions sont déclinées au sein de fiches pratiques qui sont en cours de construction et qui sont proposées par le réseau des référents en identitovigilance avec la collaboration de l'ANS, de l'ADNS selon les sujets. Et ouais, je crois qu'on passe au retour d'expérience de Cahors. Peut-être du coup, je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat auxquelles il faut qu'on réponde avant de passer à la partie. Alors, changement de sexe, Benoît avait répondu, donc effectivement, c'est un cas où il y aura un changement
d'identité INS, hein, une fois que ça aura été reconnu par l'état civil et pas seulement une fois que le patient se sera fait opérer, hein, par exemple. Alors, non utilisé peut-il être un nom qui n'est pas noté sur la pièce d'identité? Oui, ça dépend de, et c'est pour ça qu'il s'appelle utilisé et pas d'usage, ça dépend de la politique que vous allez mettre en place dans votre établissement. Vous avez l'usager se présente, il a juste un nom de naissance et puis il vous dit bah, je me suis marié il n'y a pas longtemps, je n'ai pas fait refaire ma pièce d'identité, mais je voudrais bien qu'on m'appelle Monsieur Martin par exemple ou Madame Martin. Si vous avez décidé dans votre structure, que dans votre politique d'identité-vigilance, hein, c'est formalisé, que vous accepteriez de saisir dans le champ non utilisé un nom qui n'est pas présent sur une pièce d'identité, vous avez le droit de le saisir. Tout à fait, mais il faut bien le formaliser dans votre politique d'identité-vigilance. Et Nathalie Asensio, qui nous disait la plupart des éditeurs passent l'identité à l'état valide à partir du moment où on scanne une pièce d'identité. Ben, moi, alors, je vais vous donner mon avis, qui n'est que mon avis et qui n'engage que moi. Ce n'est pas parce qu'on a scanné une pièce qu'on a fait un contrôle de cohérence. Moi, je trouve que l'action volontaire, ça serait mieux que ça soit une case à cocher où l'utilisateur s'engage et dit, le professionnel, l'admissionniste dit « oui, j'ai contrôlé et il n'y a pas d'erreur ». Ça c'est mais c'est une position très personnelle. Les règles de saisie, on n'en a pas parlé, il faut en parler parce qu'il y avait des questions justement dans le chat juste avant ma présentation. Donc, les règles de saisie, c'est nom et prénom en majuscules, pas d'accent, pas de caractère diacritique type cédille, tilde, etc. Par contre, tiret et apostrophe conservés. Donc, on avait l'instruction de 2013 qui a été abrogée, hein, qui est abrogée depuis le 8 janvier 2021 et qui est remplacée par le RNIV. Cette instruction nous disait les tirets et les apostrophes, vous les remplacez par des espaces. Ça, c'est fini. Donc, on conserve bien les tirets et les apostrophes. Donc, si on a un prénom composé, on saisit le tiret. Alors, et il y avait une autre question. Et comment reconnaît-on le premier prénom? Eh bien, le système, il ne va pas le reconnaître justement, et c'est pour ça que le premier prénom, il faudra s'appuyer sur la pièce d'identité, qui est le premier prénom avant la virgule, ou alors interroger l'usager en l'absence de pièce d'identité, parce que la liste des prénoms, elle est renvoyée par le téléservice sans virgule. Donc, si vous avez un prénom composé séparé par un tiret type Jean-Claude, Jean-Claude espace Pierre espace Paul, on peut se douter que Jean-Claude c'est le premier prénom. Si vous avez Jean espace Claude espace Pierre espace Paul, peut-être que le premier prénom c'est Jean et peut-être que le premier prénom c'est Jean-Paul, parce que tous les prénoms composés n'ont pas obligatoirement de tiret. Et pour répondre à Nathalie, option non modifiable dans HM, oui, mais c'est toujours le même problème, hein, qu'on avait fait remonter à plusieurs reprises. Ils ne sont pas certifiés INS, ils ont eu un agrément CNDA, hein, HM. Ça ne veut pas dire qu'ils sont conformes au RNIV. Et justement, la première version INS qui est livrée d'HM, elle n'est pas conforme au RNIV. Ils auront une version conforme en octobre, c'est ce qu'ils annoncent. Est-ce que du coup, on a pu répondre à toutes les questions? On aura d'autres moments aussi où vous pourrez nous poser vos questions. Bon, du coup, je propose qu'on passe du coup au retour d'expérience du CH de Cahors. Alors, juste pour introduire votre propos, Monsieur Goutine, voilà, on a remis sur cette diapo vos principaux, enfin les deux principaux éditeurs du CH de Cahors, donc côté CAP, GAM, donc gestion administrative du patient, et DPI, donc dossier patient informatisé. Et puis, on a également profité voilà, pour mettre quelques statistiques sur la diapo. Je vous laisse la main. Oui, juste, je vous remercie. Juste avant de commencer mon propos, je voulais revenir sur ce que était dit précédemment, notamment dans le cadre du changement de sexe, parce que moi, j'ai eu le cas. Et effectivement, il y a un changement d'identité INS, et lorsqu'on interroge le téléservice, on a l'historique, c'est-à-dire qu'on voit bien la première identité et la date à laquelle le changement d'identité a eu lieu. Et on voit bien les deux positions, en fait, quelque part. Donc ça, on peut tout à fait
l'identifier par l'interrogation du téléservice. Voilà, c'était juste pour redonner cet élément-là, parce que j'y ai été, en fait, le centre hospitalier de Cahors y a été confronté. Alors, par rapport à ce retour d'expérience, moi, ce que je souhaitais mettre en avant, c'est vous parler tout d'abord d'organisation et notamment des étapes sur la création d'identité, sur ce qui était le cas avant et ce qui a pu changer par l'arrivée de l'INS dans notre établissement. Tout d'abord, la création d'identité, on a toujours voulu qu'elle soit limitée dans le nombre de lieux où elle peut être mise en place. C'est-à-dire qu'au centre hospitalier de Cahors, il n'y a que 4 endroits où on crée de l'identité. La majorité des identités sont créées au bureau des entrées, c'est une grosse partie. Et ensuite, pour des raisons architecturales essentiellement, de lieux qui ne sont pas forcément les uns à côté des autres ou accessibles à partir des uns des autres, il y a les urgences, l'accueil de la maternité et plus dernièrement, par rapport à la crise que nous traversons, le centre de prélèvement de laboratoire. Donc, ils sont les 4 lieux où on crée de l'identité. Il n'y a pas de création d'identité dans les services de soins. Ce sont des agents du bureau des entrées qui essentiellement créent ces identités, sauf, j'allais dire, la nuit, où là, au niveau des urgences, nous avons des infirmières, c'est l'infirmière IAO, infirmière d'accueil et d'orientation, qui crée des identités, qui peut être amenée à créer des identités, mais en dehors des ouvertures, j'allais dire, normales du bureau des entrées. La création d'identité, elle se fait essentiellement en présence du patient. On prévoit bien sûr des procédures dans le cadre de la préadmission, c'est-à-dire des créations d'identité sans que le patient soit forcément présent, mais là, de toute façon, l'identité reste à l'état provisoire, c'est les états dont on a parlé précédemment, elle reste à l'état provisoire et le patient, de toute façon, devra repasser par le bureau des entrées lors de sa venue à l'hôpital pour pouvoir vérifier, récupérer ce qu'il faut et vérifier cette identité et pouvoir la faire changer d'état. On a au niveau du centre hospitalier de Cahors une borne d'accueil qui permet aux patients de pouvoir accélérer la procédure d'admission, mais cette borne d'accueil ne permet pas la création d'identité. Tous les patients qui ont besoin d'avoir une action d'identito-vigilance pour vérifier l'identité ne peut pas bénéficier de la borne d'accueil. La borne d'accueil, elle est très utilisée pour des patients chroniques qui viennent souvent, qui sont connus, qualifiés, et là, pour eux, on peut avoir par la borne des procédures accélérées pour aller directement en consultation sans passer par le bureau des entrées. Nos identités sont créées uniquement dans le logiciel GAP. Alors, comme c'est dit sur la diapositive, nous sommes équipés du logiciel Hexagone de la société Dedalus, anciennement ACFA. Et donc, ce logiciel GAP, il est maître de l'identité, c'est lui qui a le serveur d'identité, et on ne crée des identités que dans ce logiciel-là. Alors, la particularité que nous avons, c'est que notre logiciel GAP est configuré en multi-entité juridique, parce que le centre hospitalier de Cahors est l'établissement support du GHT du Lot. Et aujourd'hui, un deuxième établissement de notre GHT est convergé vers cette solution-là, et le centre hospitalier de Gourdon, qui est à 45 km de chez nous, utilise le même logiciel de gamme, donc à multi-entité juridique, et nous partageons le serveur d'identité. C'est-à-dire que le serveur d'identité, il est commun et unique aux 2 structures. Donc le centre hospitalier de Gourdon, bien sûr, utilise le serveur d'identité et donc a été aussi embarqué avec nous dans l'INS, puisqu'en fait, on a démarré à la fois l'hôpital de Cahors et l'hôpital de Gourdon en même temps, puisque nous étions liés par le même serveur, le serveur d'identité. En tout cas, ce qu'il faut bien retenir, c'est que chez nous, la GAP est maître de l'identité et les autres logiciels héritent
de cette identité, notamment le dossier patient informatisé d'XCare, toujours de la Société Dedalus. Les champs utilisés que nous utilisons pour la création d'identités, ils ont été bien décrits dans le RNIV. On a essayé d'être conforme. C'est la date de naissance, le sexe, le nom de naissance, le prénom, et puis surtout une nouveauté, par contre, depuis l'INS, que l'on ne faisait pas forcément avant, c'est le lieu de naissance. Et puis ensuite, bien sûr, une fois que l'identité est créée, elle peut être complétée, bien sûr, par d'autres éléments, notamment les numéros de téléphone, les adresses mail, les adresses postales. Et puis, c'est à ce moment-là que l'on fait à la fois l'acquisition de la pièce d'identité et depuis la mise en place de l'INS, c'est aussi à ce moment-là que nous interrogeons le téléservice et que nous vérifions en fonction du retour du téléservice et en fonction de l'acquisition de la pièce d'identité, que nous vérifions l'identité du patient et nous avons la possibilité de mettre à jour l'identité de notre référentiel par ce que l'on récupère du téléservice. Mais ça, j'allais dire, c'est l'utilisateur qui décide et qui choisit. Au centre hospitalier de Cahors, l'appel du téléservice se fait exclusivement à partir des traits. On ne fait pas, ou vraiment très peu, d'appel du téléservice par rapport à la carte vitale. Bon, ça, c'est un choix de l'établissement. On peut bien sûr appeler le téléservice à tout moment et on peut aussi l'appeler à la fois sur des identités provisoires ou des identités confirmées, c'est-à-dire ce sont des identités qui ont été confirmées par une pièce d'admission, mais pas qualifiées, pas vérifiées avec le téléservice. Ça n'est qu'après la vérification à la fois de la pièce, des traits et de l'INS que l'identité peut être passée à l'état qualifié. Alors, pour faire une petite synthèse sur les états d'identité que l'on utilise, si je veux rester simple, une identité, lorsqu'elle est créée, qu'on n'a pas de pièce d'identité, qu'on n'a pas appelé le téléservice, elle est forcément provisoire, avec des sous-états qui ont été décrits tout à l'heure, notamment l'homonymie ou l'identité douteuse. Si on a une pièce d'identité mais qu'on n'a pas interrogé le téléservice, l'identité est passée à l'état confirmé chez nous, à Cahors. Par contre, on peut avoir aussi des cas où on interroge le téléservice et on a l'INS, mais on n'a pas la pièce d'identité. Là, on est à l'état récupéré. C'est un état donc, qui existe dans notre logiciel, c'est-à-dire qu'on a l'INS, mais on n'a pas la pièce d'identité qui permet de confirmer. Et bien sûr, après, si on a la pièce d'identité et l'INS et que l'on a vérifié, à ce moment-là, l'identité passe à l'état qualifié. Le processus de validation des identités est fait, bien sûr, manuellement, essentiellement par le bureau des entrées et toujours par le bureau des entrées. Avec parfois, sur certains cas un petit peu compliqués, une interrogation de la cellule d'identité-vigilance, notamment, j'ai essayé de chercher les cas un petit peu compliqués, on a pu en avoir, notamment dans le cas des enfants adoptés. C'est parfois des cas un peu difficiles où on a été amené à interroger la CIV là-dessus. Ensuite, l'INS, quels sont les impacts qu'il a pu avoir sur l'organisation et sur notre structure? Tout d'abord, avant de mettre en œuvre l'INS en production, on a fait un choix qui était de dire on va passer toutes nos identités de notre référentiel, de notre serveur d'identité, tout l'historique en fait, on va le passer à l'état provisoire. Donc on a mis en place, juste avant de mettre en œuvre l'INS, une moulinette qui a repassé l'ensemble des identités à l'état provisoire. Et donc, de ce fait, on peut dire que l'impact de l'INS a pu avoir peut-être un petit peu un impact sur le temps d'attente au niveau du bureau des entrées.
Nous, on l'a évalué à peu près à 1 minute 30 supplémentaires de temps de passage sur un temps moyen de 6-7 minutes. Parce que en fait, les procédures d'identito-vigilance du coup sont refaites systématiquement sur toutes les identités, puisqu'en fait, on n'avait plus d'identités validées. On les avait toutes à l'état provisoire et donc on a fait ce choix-là de requalifier correctement nos identités au fur et à mesure que nos patients viennent ou reviennent au centre hospitalier. Par contre, le travail de rapprochement, à mon avis, il est facilité, lui, par rapport à ça. Ça a eu un impact, il est facilité par l'INS. Parce qu'en fait, on voit bien que l'INS est vraiment un élément supplémentaire de contrôle. Et pour nous, de notre point de vue, la qualification des identités amène à une sécurité bien meilleure sur l'identité en elle-même. Donc ça, pour nous, l'INS a vraiment eu un impact de facilitation du rapprochement de l'identité et surtout une facilitation de la qualification et que l'identité soit sûre. Alors, ensuite, l'impact sur la qualité de notre base. Alors, pour nous, elle va être améliorée. Alors, comme je vous l'ai dit, elle est passée tout à l'état provisoire au départ. On a démarré mi-décembre, donc ça vient progressivement, mais pour nous, elle va s'améliorer parce que l'INS est un facilitant, notamment dans la détection de doublons. Il est aussi un facilitant dans la fusion des identités. Et ça, j'allais dire, on en a un grand besoin pour une raison très simple. C'est-à-dire qu'en fait, comme je vous l'ai dit, on a convergé le centre hospitalier de Gourdon et le centre hospitalier de Cahors dans un GHT avec un serveur d'identité unique et commun. Et donc, lorsque l'on a intégré les identités du centre hospitalier de Gourdon dans le serveur d'identité avec les identités du centre hospitalier de Cahors, on a créé de façon instantanée 30 000 doublons de patients qui étaient venus à Cahors et à Gourdon. Et aujourd'hui, on est dans ce gros travail de fusion et le fait d'avoir l'INS, pour nous, est un grand facilitateur parce que ça facilite le rapprochement de ces deux identités et la fusion. Alors, ça a eu aussi un impact en termes de personnel puisqu'on a eu un ETP supplémentaire qui a été mis en œuvre au niveau du bureau des entrées pour justement traiter les fusions. Voilà un petit peu ce que je souhaitais vous dire sur un petit peu l'impact et sur les organisations et l'impact sur l'arrivée de l'INS au centre hospitalier de Cahors. J'espère que j'ai été clair et si vous avez des questions, bien sûr, j'y répondrai avec un grand plaisir. Merci, merci beaucoup pour ce retour, extrêmement riche. N'hésitez pas, je ne sais pas s'il y avait des questions dans le chat ou si, voilà, les participants, n'hésitez vraiment pas, Oui, vous pouvez si prendre vous la avez des parole questions. directement pour poser les questions à Vincent Goutine si vous voulez. Je regardais ce qu'il y avait dans le chat. Alors, je vois la dernière, quid du déploiement dans les autres logiciels hors GAP et DPI. Là, c'est en cours. On va mettre donc en test notre interface IHE PAM modifiée avec le transport de l'INS entre Hexagone et DXCare pour commencer. On va commencer par le DPI. On va commencer donc à transporter l'INS vers notre DPI. Ça sera la première étape. Ensuite, on ira vers les logiciels plutôt médico-techniques. On va aller vers la radio. On va aller vers le laboratoire dans un troisième temps et puis petit à petit vers tous les logiciels qui reçoivent l'identité, bien sûr, depuis DXCare et puis en fonction aussi de la mise en œuvre de l'INS dans les différentes solutions. Aujourd'hui, Hexagone et DXCare sont prêts. Donc c'est pour ça que c'est le premier. Et puis après, l'étape supplémentaire qu'il y aura derrière va être d'exporter notre INS à chaque fois que l'on va
pouvoir ou devoir échanger de l'information médicale avec d'autres partenaires, qu'ils soient bien sûr à l'intérieur du GHT, mais qu'ils soient aussi au niveau de notre région, ou surtout à travers des outils régionaux mis en œuvre par notre GIP Grade Occitanie, où l'INS sera un élément important pour partager de l'information. Je pense par exemple au partage d'images de radiologie ou choses et autres, ou bien sûr envoyer l'INS vers le DMP aussi, hein, qui sera un challenge après. Donc d'abord transporter l'INS vers notre SIH, j'allais dire hospitalier, et deuxième étape, bien sûr, après exporter cette INS en dehors de notre établissement à des fins de partage d'informations plus sûres avec cette INS. Voilà. Alors Vincent, il y a une question pour toi, c'est qu'est-ce qui a motivé le choix de faire l'appel à partir des traits uniquement? Ben, honnêtement, parce qu'on a constaté que les cartes vitales n'étaient pas si sûres que ça et que les informations qu'on pouvait avoir sur des cartes vitales n'étaient pas toujours terribles. Voilà. Déjà, avant l'INS, on n'identifiait pas nos patients avec la carte vitale. On identifiait nos patients avec leurs traits et on contrôlait avec une pièce d'admission que l'on stocke. Et donc ça, on ne l'a pas changé. Et on n'a pas une confiance assez forte à la carte vitale pour l'utiliser. Voilà, c'est un choix. Hein. Après, peut-être je me trompe, j'en sais rien. Hein, mais c'est le choix de Cahors, en tout cas. Juste pour confirmer, hein, pour qu'on soit tous d'accord là-dessus, hein, ce ne sont pas les données de la carte vitale qui sont retournées par le téléservice INSI. Oui. Et la carte vitale est juste un moyen d'accès pour appeler le téléservice INSI, si vous voulez. Mais voilà, que ce soit par appel par trait ou par carte vitale, le retour du téléservice INSI sera le même. Il n'y aura pas un retour du téléservice qui sera divergent entre l'appel par carte vitale et l'appel par trait. Voilà. Disons qu'on préfère demander les traits à un patient et interroger un patient et vérifier ses traits avec une pièce d'admission que lire une carte vitale pour en extraire un nom, un prénom, une date de naissance et interroger un sexe et interroger le téléservice à partir de ça. Voilà. Mais ça, c'est vraiment un cas d'Ursien. Hein. Après, d'autres. En tout cas, dans notre logiciel Hexagone, les deux sont possibles. Hein. Voilà, c'est notre choix, mais on peut tout à fait interroger l'INS. Et d'ailleurs, on l'a fait dans le cadre des tests, puisqu'on a été préfigurateur. Donc, on a commencé à faire des tests au mois de novembre et on est passé en production à la mi-décembre. Et bien sûr, dans le cadre des tests, on a bien sûr testé avec la carte vitale pour vérifier que ça fonctionnait bien, quoi. Ok, très bien. Merci Vincent. Une autre question pour vous, c'est avez-vous des échanges de données avec d'autres établissements reposant actuellement sur l'INS ou utilisez-vous un serveur de rapprochement d'identité? Alors, pour l'instant, donc, comme je vous l'ai dit, non, on ne fait pas d'échange avec d'autres établissements. Hein, ça va être un de nos challenges dans l'année 2021, bien sûr. Par contre, sur la région Occitanie, il y avait, je dis bien il y avait, un serveur de rapprochement d'identité régionale qui a été décommissionné au profit de l'INS. Et le choix de la région Occitanie a été d'utiliser l'INS pour les échanges et donc les outils régionaux déployés par le grade Occitanie vont implémenter l'INS et on va se servir de l'INS pour échanger des données. Et on n'aura plus de serveurs de rapprochement type serveurs de rapprochement régionaux. Et nous, à l'intérieur du GHT, là, pour le coup, on n'aura pas de serveur ni de rapprochement, on n'a qu'un seul serveur d'identité qui va être commun à tous les établissements du GHT. Pour l'instant, deux l'utilisent, puisqu'on est en procédure de convergence des établissements vers cette solution. Dès cette année, le centre hospitalier de Figeac est en train de mettre en place les travaux pour nous rejoindre, et puis après, le centre hospitalier de Gramat et de Saint-Céré vont aussi nous rejoindre, et on va tous utiliser Hexagone avec le même serveur d'identité, un serveur d'identité unique et commun. Ça aussi, ça a été le choix de notre GHT. Bon, voilà, on est un petit GHT à taille humaine, ça a sûrement facilité ce choix-là aussi. Hein. Je comprends que quand on est 15 ou 16 dans un GHT avec des gros établissements, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, où on peut être amené à faire des choix différents.
Ok, merci Vincent. Je vois qu'il y a plusieurs questions, mais c'est plus sur l'INS et le RNIV. Donc, avant d'y répondre à ces questions qui ont été posées dans le chat, est-ce qu'il y a encore d'autres questions pour Vincent Goutine? N'hésitez pas à prendre la parole hein, si besoin. Ok, très bien. On va juste repasser donc les questions dans le chat. Il Donc, n'en restait pas beaucoup auxquels on n'a pas répondu. Donc, le RNIV est déjà opposable aux secrétariats médicaux d'établissements de santé hein, qui peuvent créer des séjours d'hospitalisation. Il est opposable depuis le 8 janvier. Et c'est d'ailleurs, la note d'information a d'ailleurs été insérée au bulletin officiel santé qui est paru le 29 janvier 2021. Et après, il y avait une question, mais il faudrait que Madame Gogibus précise à l'oral, parce que problème carte vitale, les ayants droit avec les enfants de parents divorcés. Et là, je vois pas quoi. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui. En fait, nous avons relevé à plusieurs reprises que les enfants de parents divorcés, donc lorsqu'on ramenait les informations, c'était le père qui était ramené automatiquement par le biais de la carte vitale, entre autres, et, alors que c'était la mère qui avait la responsabilité de l'enfant. Et donc, Alors, ça pose des difficultés à la fois de facturation, d'organisation, etc. Alors, normalement, bon, maintenant, on n'a pas beaucoup de recul encore hein, sur l'identité INS. Il ne doit pas y avoir de problème parce que à l'heure actuelle, quand vous lisez une carte vitale, vous ramenez uniquement des informations de l'assurance maladie. Et comme disait M. Boutine, les informations de l'assurance maladie en termes d'identité, etc., et même de responsabilité, elles ne sont pas de qualité. Là, vous allez interroger directement pour récupérer donc une identité sanitaire. Ça ne vous réglera pas le problème de la facturation, hein, ça c'est sûr, mais vous allez récupérer une identité sanitaire de l'enfant dans la base INSEE. Donc normalement, on met la carte vitale dans le lecteur, on sélectionne bien le bénéficiaire des soins, c'est-à-dire l'enfant qui est bénéficiaire. On interroge le téléservice via les éléments de l'enfant, du bénéficiaire, et il vous ramène l'identité de l'enfant. Ça ne réglera pas vos problèmes de facturation, mais normalement, vous ne devriez pas avoir de problème d'identité INS. D'accord. Oui, oui, parce que pour appuyer ce que dit Madame, elle a raison. Il faut bien voir que la carte vitale, dans le cadre de l'interrogation du téléservice, ne sert qu'à déterminer avec quel trait je vais interroger ce téléservice. Mais en aucun cas n'a d'influence sur de la facturation ou pas, quoi, hein. C'est-à-dire Oui. qu'on lit la carte, il y a plusieurs Ah, personnes sur cette carte, on choisit une personne et c'est avec cette personne que on interroge le téléservice pour avoir un nom, un prénom, une date de naissance, un sexe, pour interroger un téléservice et ramener un INS. Mais voilà, si la personne après elle n'est pas présente sur la carte parce que c'est un enfant divorcé, tout ça, on n'a pas la bonne carte ou des trucs comme ça peut venir après que la carte vitale n'est pas à jour ou pas conforme. Oui, donc après, c'est aux patients, Complètement, oui. de faire la modification sur Amélie. Oui, oui, disons que l'appel de l'INS, c'est différent de ce qu'on peut retrouver après dans un autre téléservice qui s'appelle CDRI, hein, dont on ne va pas parler aujourd'hui, hein, mais qui, lui, sert à avoir les droits par rapport à un assuré ou un ayant droit. Mais là, non. Hein, là, c'est juste, je lis la carte pour avoir un nom, un prénom, une date de naissance, un Donc là, sexe pour je interroger. parlais de la carte vitale, mais je parlais également de l'appel CDRI qu'on a mis en place, en fait, hein. Et oui, là, par contre, c'est autre chose. Oui, je sais, mais ça ne va pas jusque-là. Parce Okay. que là, effectivement, le CDRI, c'est un autre téléservice qui s'interroge à un autre moment de la procédure, au moment où on remplit l'AMO, hein, la partie obligatoire. Et là, effectivement, si la carte vitale n'est pas correcte, on peut avoir des droits qui reviennent qui ne correspondent pas à au patient, quoi. Et là, on est plus dans le problème que vous mettiez en avant entre le papa et un enfant ou un truc comme ça. Oui, qui est responsable de l'enfant, en fait. Ouais. Je vous propose peut-être qu'on passe à la dernière partie et puis on aura un dernier temps de questions-réponses, voilà, encore, et puis un retour d'expérience, toujours du CH de Cahors.
Alors oui, peut-être juste avant de te laisser la main, Manuela, la première action, à mener, hein, ça va être d'identifier, enfin de constituer votre équipe projet, INS. Pour les établissements de santé, on vous invite vivement, à intégrer le responsable d'admission, le responsable de l'identito-vigilance et le responsable système d'information. Et puis pour les structures, médico-sociales, c'est plutôt en fonction de votre organisation. Mais, dans la mesure du possible, veillez à intégrer, les personnes qui sont référentes ou qui sont en charge de la création des identités, qui sont en charge de l'identito-vigilance, par exemple, votre référent qualité si vous en avez un, et également une personne qui est référente, qui est en charge du système d'information, là encore, si vous en avez un. Et je te passe la main, Manuela. Voilà, bonjour. Alors, enfin, rebonjour. Je suis très contente de faire ce point état des lieux juste après l'intervention de Monsieur Goutine, parce que, bon, évidemment, j'étais très intéressée, moi aussi, par son retour, puisqu'on a pas mal d'établissements en PACA qui sont équipés d'hexagones. Et finalement, tout ce qu'il a dit, vous le retrouvez là dans l'état des lieux. Donc, est-ce que vous êtes conforme aux mesures phares du RNIV en particulier? Est-ce que vous saisissez déjà le lieu de naissance? Est-ce que c'est un champ à saisie obligatoire pour créer une identité? Le nombre de points de création d'identité, limiter le nombre de points de création, c'est majeur pour maîtriser les identités. La qualité de votre base de données, et vraiment, là, M. Goutine a vraiment tout à fait illustré cela en disant, nous, on n'avait pas une super garantie sur nos identités validées, on a fait le choix, on a tout dévalidé et on recommence proprement. Et si vous avez des bases que vous pensez de moindre qualité, moi je pense qu'il ne faut pas hésiter et suivre l'exemple de Cahors, faire table rase et recommencer pour avoir des choses très propres. Est-ce que vous avez une cellule opérationnelle d'identito-vigilance et est-ce que les ressources seront suffisantes? Donc ça, le RNIV proposer des préconisations dans le RNIV2 de ressources en cellules d'identito, mais qui doivent être encore retravaillées parce qu'elles ne sont pas adaptées à tous les types d'établissements. Mais après, en voyant la qualité de votre base, le nombre de patients dans votre file active, le nombre de points de création d'identité, la maîtrise des droits de modification d'identité, vous pouvez faire des projections et essayer de voir. Mais dans tous les cas, moi, je pense qu'il faut dédier un peu plus de ressources humaines à l'identito-vigilance. Les process de validation des identités, je n'y reviens pas, on en a largement parlé pendant la présentation du RNIV. Donc, si c'est un process de validation automatique, c'est-à-dire que vos identités validées, elles ne sont pas plus de confiance que vos identités provisoires. Et ensuite, il faut bien penser et voir quelles sont les applications qui sont alimentées par votre référentiel identité, qu'est-ce que vous avez comme type d'interface, est-ce que c'est normé, est-ce que ce n'est pas normé, est-ce que ça va évoluer, et prioriser, comme l'a expliqué M. Goutine, les applications que vous allez monter en version pour pouvoir accepter l'identité INS. Donc forcément, la logique, c'est le DPI en premier, et puis après le labo, la radio, on voit. L'ANS et le 3RIV, donc le réseau des référents régionaux en identito-vigilance, vous propose un questionnaire d'auto-évaluation qui est bien fait. Ce n'est pas parce qu'on y a participé que je le dis, mais en PACA, je le fais utiliser à tous les établissements et vraiment, ça les aide. Ce qui est très intéressant, si on connaît bien l'identito de son établissement, il vous faut 2h30, 3 heures pour le remplir. Il y a pas mal d'onglets, il est très complet. Mais l'avantage, c'est qu'il vous propose derrière un plan d'action extrêmement détaillé et vous n'avez plus qu'à suivre finalement les actions. Ça vous fait un peu votre journal de route pour votre projet. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié, Margot. Oui, non, non, c'est parfait. Juste peut-être pour préciser, du coup, aujourd'hui, le questionnaire d'auto-évaluation qui est sur le site de l'ANS, il est principalement à destination des établissements sanitaires et on a finalisé, le même questionnaire, mais que l'on a décliné pour, les EHPAD. Voilà, on est en train de le tester avec quelques EHPAD et du coup, il devrait être très rapidement, également publié sur la page INS, de l'ANS. Voilà, juste, petite précision là-dessus. Je vais continuer juste, voilà, pour, vous présenter, mais de manière, très très simple, hein, les actions que vous pouvez mettre en place après avoir réalisé, donc l'état des lieux à l'aide, du questionnaire.
Et toutes ces actions-là sont détaillées dans un document que vous retrouverez, sur le site de l'ANS. On va sans doute vous mettre le lien dans le chat. Voilà, si vous souhaitez également, accéder aux détails, de ces actions. Alors si on se penche plutôt, sur la partie donc organisation et identito-vigilance, la première action, ça va être, de vous assurer que vous êtes bien en conformité avec le référentiel national d'identito-vigilance. Donc ça, le questionnaire, va vous y aider. Je vais peut-être pas revenir, voilà, plus là-dessus. Il faudra pas oublier de formaliser, de mettre à jour vos documents qui sont relatifs à l'identification de l'usager, la politique d'identification, les chartes, vos procédures, et cetera, et cetera. Toujours dans cette catégorie, orga identito-vigilance, la deuxième action majeure, ça va être de sensibiliser, de former, vos professionnels, hem, en particulier ceux, qui sont en charge de la création des identités, vos référents identito-vigilance, également les membres de la CIV, médecins DIM, et cetera, et cetera. Vous avez également vous trouverez également sur le site de l'ANS des fiches pratiques, des fiches de communication qui ont été, élaborées par le Trois-Rives et qui pourront vous aider, voilà, pour sensibiliser, votre personnel. Également, l'arrivée de l'INS, on a commencé un petit peu à en parler, ça peut potentiellement engendrer de nouveaux risques. Par exemple, si vous sélectionnez le mauvais bénéficiaire lors de l'interrogation, du téléservice NSI. Et donc, il faut que votre organisation puisse prendre en compte ces risques et les traiter en urgence. Donc, avoir un circuit de signalement adapté, de prioriser des modalités de traitement et puis de résolution de cette anomalie. Sur la partie plus, système d'information, on avait commencé à en parler. Voilà, les cartes CPX, qui doivent être nominatives, hein, donc pour, les personnes qui, vont devoir, récupérer l'identité INS devront avoir une carte, donc CPX à leur nom. Donc pour ce faire, voilà, si ce n'est pas le cas, enfin si, vous n'en avez pas, il faut en commander auprès de l'ANS. Et là, sur ce point, on a rédigé également une procédure pour vous aider dans cette commande de cartes. La procédure n'est pas encore publiée sur le site, de l'ANS, mais je vous l'enverrai, voilà, quand je vous enverrai le support, je vous enverrai également cette procédure pour que vous puissiez la voir. Et puis bien sûr, en parallèle, toujours par rapport à ces cartes CPX, il faudra vous assurer que vous disposez bien, de lecteurs, voilà, bifentes, monofentes, de lecteurs de cartes vitales. Sur, l'action de priorisation, je ne reviens pas dessus, on en a déjà parlé. Une action majeure à faire, ça va être de contacter, vos éditeurs. On a une petite diapo juste derrière pour vous présenter l'accompagnement que l'on fait, côté ANS. On est très preneurs. Si vous pouviez nous indiquer dans le chat quels sont vos éditeurs. Alors vos éditeurs, de logiciels maîtres des identités, éventuellement de DPI pour qu'on puisse voir, voilà, si jamais on s'est déjà bien entretenu avec eux ou s'il faut qu'on les contacte pour, voir où ils en sont et voir, comment ils avancent. Donc ça, c'était sur l'action, voilà, de contacter vos éditeurs et puis la dernière action en lien avec le système d'information, ça va être de tester la bonne implémentation de l'identité INS, donc de vous assurer que votre éditeur a bien fait évoluer son logiciel pour être en conformité avec le RNIV, avec le kit, d'implémentation. Et donc pour ce faire, vous trouverez aussi sur, le site, sur la page INS, un document qui s'appelle «Scénario de test» et qui vous permettra, voilà, de vous assurer que votre logiciel est bien conforme, aux exigences, en termes d'implémentation. Et puis sur la partie juridique, les actions à mener, ça va être d'une part de mettre à jour vos conventions, vos contrats que vous pouvez avoir avec vos différents fournisseurs prestataires, pour y mentionner, l'arrivée de l'INS, de mettre également à jour toute votre documentation qui est relative à la protection des données personnelles. Donc ça, c'est surtout, dans le cadre du RGPD. Et notamment, voilà, votre registre de traitement, qu'il faudra mettre à jour pour y intégrer, l'identité INS et puis dernière action toujours dans ce volet un petit peu juridique, ça va être d'informer vos usagers, vos patients. Les patients, les usagers ne peuvent pas s'opposer au fait que vous utilisiez leur identité INS. En revanche, vous avez l'obligation de les informer, que vous utilisez leur identité INS.
Et dernière action, on vous invite, vivement à vous rapprocher de votre ARS ou de votre grade, pour connaître les mesures d'accompagnement qui sont proposées, au niveau régional et vous avez également toujours sur, la page INS, sur le site de l'ANS, la liste, des référents régionaux d'identito-vigilance, avec les contacts, voilà, pour que vous puissiez, eh bien les contacter pour, toute question. Voilà, je crois qu'on avait prévu alors je vais passer très rapidement. Je crois qu'on avait prévu un petit temps, monsieur Goutine, pour que vous nous fassiez un petit retour sur les premières actions, enfin sur les actions que vous aviez mises en place. Oui, pour vous dire un petit peu par rapport à ce que vous avez dit, qui est exactement ça, un petit peu ce que l'on a eu à mener, nous, en pratique, quoi, sur le terrain au centre hospitalier de Cahors. Avant de commencer, je voudrais dire, parce que je le pense, et moi je fonctionne comme ça, quand je ne suis pas content, je le dis, quand je suis content, je le dis aussi. Je voulais quand même remercier l'ANS, notre éditeur, et le GRADE e-Occitanie qui, pendant plusieurs mois, nous ont accompagnés dans le cadre de cette préfiguration et dans le cadre de ce projet INS. Ça a été un projet très intéressant, un projet qui nous a amenés pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et vraiment, je voulais remercier ces trois acteurs qui ont été vraiment très présents et à nos côtés pour le mettre en place, parce que nous, on est parti de rien et on a découvert ensemble. Et franchement, ça a été un travail et de qualité et très agréable. Alors, après, pour en venir de façon plus concrète, ce qui a été fait dans l'établissement, je pense qu'il faut vraiment distinguer deux chantiers qu'il faut les distinguer, mais ils vont ensemble quand même. Pour moi, il y a d'abord un chantier que j'appelle moi organisationnel, c'est-à-dire un chantier qui tourne autour de tout ce qu'il faut faire au niveau de la cellule d'identito-vigilance. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail qui a été décrit là précédemment, hein, de modification de ce que moi j'appelle le corpus documentaire de la CIV, c'est-à-dire qu'il faut vraiment se poser et dire, voilà, qu'est-ce que l'INS va changer dans tout ce que j'ai mis en place dans le cadre de ma cellule d'identito-vigilance, quels sont les documents à modifier, la charte, la procédure de création des identités, tout ça. Donc ça, il a fallu vraiment se poser et avoir ce travail au niveau de l'organisation et au niveau, j'allais dire, identito-vigilance. Ce qu'il faut faire aussi et que l'on a essayé de faire, c'est que vraiment, les documents que l'on a produits à ce moment-là, on s'est vraiment attaché à ce qu'ils soient une déclinaison locale de ce qui a été mis en place au niveau national et notamment au niveau du RNIV et aussi de ce qui a été mis au niveau régional, sachant que le régional déjà s'inspire de la partie nationale. Mais vraiment, on s'est attaché à ce que ça soit vraiment une déclinaison locale de ces... Rien dans nos documents ne va à l'encontre de ce qui a été mis dans le RNIV, sachant que ce RNIV donc, est opposable. Il a fallu bien sûr élaborer une nouvelle procédure de création et de gestion des identités pour intégrer bien sûr l'INS. Et tout ça aussi en prenant en compte la problématique du GHT, c'est-à-dire que nous avons mis les choses en commun avec l'hôpital de Gourdon pour l'instant, et puis après avec les autres, sachant qu'au niveau de la cellule d'identito-vigilance, on a une cellule d'identito-vigilance opérationnelle au niveau du centre hospitalier de Cahors, mais il y a une cellule d'identito-vigilance de territoire, et c'est aussi à ce niveau-là qu'il faut travailler pour que les choses qui soient mises en place le soient, bien sûr, de façon uniforme, collégiale au niveau du territoire. Et puis ensuite, dans ce chantier un petit peu organisationnel, il y a aussi tout ce qui tourne autour j'allais dire, de l'accompagnement au changement, ou en tout cas de la conduite du changement. C'est-à-dire qu'il a fallu, bien sûr, mettre en place de la sensibilisation à l'identito-vigilance encore et encore et encore. Il a fallu donner des informations sur l'INS parce que nous, les gens, l'INS, ils découvraient, on ne savait pas trop ce que c'était. Donc, il a fallu informer les gens. Qu'est-ce que c'est l'INS? Ça sert à quoi? Comment c'est fait? Voilà. Et puis, bien sûr, après, une fois qu'on a mis en place les nouveaux documents, il a fallu expliquer, informer sur les nouvelles procédures à mettre en place autour création d'identité, identito-vigilance, gestion de l'identité.
Et puis, sur le chantier organisationnel, il y a aussi après tout ce qui tourne autour de la formation à l'outil informatique pour appliquer les procédures qui ont été décidées. Donc voilà, d'un côté, la partie moi que j'appelle chantier organisationnel. Et ensuite, il y a un deuxième chantier qui est le chantier plus technique. Donc les deux vont ensemble, mais un chantier plus technique qui va tourner autour d'abord de l'aspect mise en place de l'outil. Donc il faut, dans un premier temps, bien vérifier qu'on a les prérequis techniques, c'est-à-dire qu'on a bien des lecteurs de cartes CPS là où il en faut, que les postes sont avec la bonne version du cryptolib et de tout ce qui tourne autour des lectures de cartes CPS et que tout ce qui est programme à installer sur le poste soit bien présent. Il faut bien sûr prendre contact avec l'éditeur, voir avec lui comment on peut passer la version du logiciel qui embarque la partie INS, parce que souvent le module INS est intégré dans une version du logiciel. Vérifier que toute personne qui va être amenée à interroger le téléservice soit bien détenteur d'une carte professionnelle X, donc CPE, CPS, CPF. Bon, nous, c'est beaucoup de CPE, hein, honnêtement, mais voilà, s'il faut commander des cartes, tout ça, bon, ben, même si ça se fait, ben, il faut un peu de temps, il faut s'organiser, qui fait quoi, être sûr que tout va bien. Ensuite, on a mis la version du logiciel Hexagone sur une base de test pour pouvoir à la fois tester que ça fonctionne, qualifier la version et faire la formation des utilisateurs, bien sûr toujours en ligne droite de ce qui a été décidé en termes d'organisation d'identité-vigilance et de l'outil. Ensuite, comme je l'ai dit dans mon précédent propos, on a passé les identités à l'état provisoire et on est passé en production. Et donc là, on a vraiment démarré à ce moment-là et il était le 15 décembre, si j'ai bonne mémoire. Voilà un petit peu de façon rapide, mais assez pratique, de comment ça s'est passé à Cahors. Hein. Donc, comme j'ai dit, il y a vraiment deux chantiers distincts, mais qui vont ensemble. Un chantier que moi j'appelle organisationnel, qui tourne autour de tout ce qui va autour de l'identité-vigilance et de la mise en place des procédures et de la mise en place du corpus documentaire nécessaire, la conduite du changement, la formation, l'information, et ensuite la partie technique qui tourne plus autour de la mise en place des outils, vérification des prérequis techniques, formation à l'outil, et puis après procédure de démarrage hein, avec une qualification en base de test et un passage en production. Effectivement, je ne l'ai pas dit, juste un dernier point, dans la partie organisationnelle, effectivement, il ne faut pas négliger, pas oublier la partie RGPD, puisqu'en fait, ce sont des données supplémentaires que l'on recueille et que l'on traite. Donc, effectivement, il faut ne pas oublier de modifier toute la documentation RGPD et notamment, comme ça a déjà été dit, le registre de traitement et bien sûr, dans le cadre des procédures RGPD, informer le patient que l'on recueille ces données-là et qu'on les traite. Donc voilà, ne pas oublier la partie RGPD. Voilà ce que j'avais à dire à peu près sur la partie pratique. Et puis, bon, les prochaines étapes, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, ça va être bien sûr donc, le transport de l'INS dans le DPI et les logiciels médico-techniques radio, et puis après, export de cette INS dans le cadre d'échange de données, troisième étape, donc DMP, SI régional, ainsi de suite. Voilà. Merci Vincent. Merci, ouais, merci beaucoup. Alors, je vois le temps qui passe vite. Est-ce qu'il reste encore des questions sur des points sur lesquels vous souhaitez qu'on revienne? Alors, juste Margot, juste avant ça, il y avait des questions sur l'opération les opérations en masse, les opérations unitaires. Alors, ce qui est possible de faire, c'est pour l'opération de récupération, ça va être de l'unitaire ou ce qu'on appelle du séquentiel. Alors, l'unitaire, bon, je ne reviens pas dessus, c'est clair pour tout le monde. Du séquentiel,
c'est vraiment pour un petit lot d'identités. C'est par exemple pour appeler en avance de phase l'opération de récupération pour les admissions du lendemain. Ça, c'est tout à fait possible. Ce qu'il n'est pas possible, c'est de faire de l'appel à l'opération de récupération en masse. Alors pourquoi? Parce que la CNIL, dans ce cadre-là, considérerait que c'est une tentative de récupération partielle ou conséquente du répertoire de l'INSEE. Par exemple, si l'APHP se mettait demain à vouloir appeler l'opération de récupération en masse pour toutes les identités qui figurent dans sa base, alors l'APHP se mettrait à récupérer vraiment une partie assez conséquente du répertoire national d'identification des personnes physiques de l'INSEE. Et ça, pour la CNIL, c'est vraiment impossible. Par contre, il est possible de faire appel à l'opération de vérification en masse. Et là, vraiment pour tout ce que vous avez au niveau des identités. Pourquoi cela? Parce que pour l'opération de vérification en masse, ce qu'il vous faut en entrée de service, c'est forcément l'identité INS. Donc, le matricule INS, son OID et les traits du téléservice INSI. Et du coup, l'opération de vérification vous donnera juste des retours OK, ce couple-là est bien conforme à ce qu'il existe dans le répertoire de l'INSEE, ou KO, non, ce couple-là n'existe pas. Et là, on ne va pas piocher dans le RNIPP directement, parce que du coup, on ne va pas récupérer d'identité INS. C'est juste une opération de confirmation des données que nous avons. Voilà là-dessus. Manuela, est-ce que tu souhaites revenir sur les deux questions, à la fois sur la préadmission et sur la conservation des pièces d'identité? Alors, il y a eu tellement de messages que je ne sais plus où elles sont. Alors, je vais te les lire. Voilà, si tu peux la lire, je peux répondre. Alors, si j'arrive à la remonter. Alors, pouvez-vous nous éclairer sur le droit à conserver une version numérique de la pièce d'identité du patient? Il me semble que la CNIL ne l'autorise pas. Alors, excellente nouvelle pour vous, la CNIL est d'accord maintenant. Grâce au bon travail effectué sur l'identité INS par la DNS, l'ANS et le réseau des référents en identitovigilance, la DNS avait soumis une saisine à la CNIL au mois d'octobre, je crois. Et après, la CNIL avait besoin de comprendre finalement la finalité, hein, puisqu'on revient toujours à cette histoire de finalité. Vous voulez conserver quelque chose, mais pourquoi? Et on a eu des échanges avec eux en leur expliquant que c'était de la sécurisation de l'identité, qu'on pouvait être amené à vérifier une identité après la sortie du patient. Et la CNIL accepte qu'une pièce d'identité soit conservée jusqu'à 5 ans après la dernière venue de l'usager dans l'établissement, évidemment dans des conditions sécurisées, hein, c'est-à-dire que tous les professionnels de l'établissement ne doivent pas avoir accès à cette pièce, il faut des habilitations particulières. Cette pièce doit être conservée de façon chiffrée pour sécuriser et s'assurer que si jamais il y a une intrusion dans le système d'information, on ne va pas mettre dans la nature des pièces d'identité utilisables, hein, on va dire, des copies. Et dernière chose, il faut prévoir un mécanisme de suppression automatique de ces pièces 5 ans après la dernière venue du patient. Alors évidemment, pour l'instant, les éditeurs n'ont pas prévu, mais ils sont au courant de ça et ils vont certainement développer quelque chose. Vous avez le réseau des référents régionaux en identito et la DNS ont rédigé une fiche pratique concernant la conservation, la gestion des copies de pièces d'identité. Alors, je ne sais pas de quelle région vous êtes. Dans tous les cas, dans la majorité des régions, il y a un référent régional en identitovigilance et vous pouvez le contacter pour avoir communication de cette fiche. Et normalement, cette fiche, il est prévu, mais ce n'est pas encore le cas, qu'elle soit mise sur le site du ministère de la Santé. Mais elle n'est pas encore mise, mais c'est prévu. Et l'autre question, c'était quid des préadmissions en ligne avec vérification de l'identité sans contact physique avec le patient par le bureau des admissions? Oui, vas-y. Là, on a plusieurs choses. En cours d'évolution, de réflexion au niveau national, il y a des dispositifs d'authentification substantielle, hein, au sens du règlement européen qui s'appelle EIADS. Et ça va venir, mais ça ne viendra pas avant, a priori, fin 2022. Et notamment, ce qu'on attend, c'est l'application carte vitale qui portera un dispositif d'authentification substantielle. Ce qui fait qu'on sera en mesure à distance, y compris au moment d'une préadmission, d'appeler le téléservice, certes, mais aussi de valider l'identité, de faire le contrôle de cohérence.
Mais ça, bon, pour l'instant, ce n'est pas disponible. Par contre, votre usager, ça peut se régler par des process d'organisation. Votre usager, il a fait une préadmission en ligne, y compris si votre outil de préadmission peut appeler le téléservice pour récupérer une identité INS récupérée, à un moment, il va venir à l'hôpital, votre usager, soit pour son hospitalisation, soit pour son rendez-vous, si on est dans un outil de prise de rendez-vous en ligne. Et il sera accueilli, soit par le bureau des entrées, soit en fonction de vos organisations par un secrétariat médical. Et à ce moment-là, il pourra présenter sa pièce d'identité et vous pourrez valider son identité pour avoir une identité INS qualifiée. Vous le ferez en 2 temps. Et autre chose que je voulais dire, il y avait un autre cas de figure. Oui, et pour tout ce qui est téléconsultation, éventuellement, on peut tout à fait imaginer bon, en dehors des moyens d'authentification substantielle qui ne sont pas encore disponibles, que l'usager vous présente à l'écran la pièce d'identité, vous la regardez à l'écran, vous lisez bien toutes les informations et ça vaut validation. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Et peut-être la dernière question du webinaire, parce qu'il me semble qu'on déborde un petit peu. Elle sera pour Vincent, du coup. À Cahors, INS qualifié en front ou back-office, avez-vous des listes de travail, des échecs de recherche INSI? Alors, l'essentiel des identités est qualifié en front office, parce que le back office peut être fait si une pièce d'identité nous parvient a posteriori, parce que à partir du moment où on n'a pas la pièce d'identité, l'identité elle est soit provisoire, soit récupérée, c'est-à-dire on peut appeler le téléservice, mais on n'a pas la pièce d'identité, donc elle n'est que récupérée. On peut avoir des cas de validation en back-office par la personne qui gère les fusions chez nous, enfin, qui est un peu l'identito-vigilance du bureau des entrées, mais relativement peu. Par contre, effectivement, on peut avoir des listings de travail en fonction de l'état de l'identité. C'est-à-dire qu'on peut avoir la liste des identités qualifiées, la liste des identités récupérées. Donc, on peut avoir des listes de travail, mais honnêtement, aujourd'hui, on est essentiellement en front office pour la validation à la visu de la pièce d'identité et à la récupération du téléservice. Très peu de cas en back-office. Par contre, après, il y avait sur l'échec du téléservice très peu. Ça a pu arriver que quelquefois, on est interrogé et puis ça renvoie un message d'erreur, un petit peu comme on peut l'avoir aussi sur le CDRI. Hein, ça reste de la technique, hein, donc de temps en temps. Mais alors vraiment, très peu, ça vaut presque pas la peine d'en parler parce que depuis le mois de décembre, c'est quelques fois, quoi. Je veux dire, ça ne gêne à rien, quoi. C'est pas tous les jours, c'est pas en permanence. Dire que ça n'est jamais arrivé, ça serait mentir. Dire que ça ne fonctionne pas, ça serait mentir aussi. Ben, j'espère que j'ai répondu à votre question. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Enfin, je pense qu'il n'y a plus de questions. Enfin, Benoît, tu me dis s'il y a encore des questions. Mais sinon, merci beaucoup. Déjà, merci beaucoup à Vincent pour ce tour très, très riche, très intéressant. Puis merci aussi à Manuela pour sa participation. Je vous envoie comme convenu donc le support et puis un récap aussi des différents documents dont on a parlé, des procédures, etc., pour que vous puissiez tout avoir pour avancer au mieux. Et on reste à votre disposition. Vous avez également nos adresses mail qui sont affichées sur le support si besoin. Et bien écoutez, je vous souhaite à tous une très belle journée. Bonne journée, merci beaucoup.